les gars, là, ça va pas du tout. On va se mobiliser, on va réfléchir à une tactique correcte. Parce que je peux vous dire que le premier tour, c'était pas fou. Bon, alors écoutez bien. Toi, Alf, derrière le bandit là, bim bim bim, tu lui mets deux petits coups par derrière et ça devrait bien passer. Parce que là, le deuxième tour, il faut qu'il soit bien mieux que le premier, je peux vous le dire. Ensuite, Patatras, tu vas penser à donner ta potion de soin à notre magot. Parce qu'il va, sa mana à un moment donné, pas pardon, ta potion de mana, pas de soin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Toi là-bas, Barda Brut, ça serait bien que tu te mettes derrière le leader, et pareil, que tu lui fasses 2-3 petits coups de boule, ça serait pas mal. On y va les gars, vous êtes prêts pour le deuxième tour? Allez, c'est parti! Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur League of Dungeoners, et ce coup-ci, on est sur le deuxième tour du combat du scénario d'introduction pour apprendre les phases du combat. Donc moi ce que je vous propose sur ces vidéos là, c'est la deuxième, c'est vraiment d'essayer de survoler, de vous montrer vraiment toutes les règles du combat. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire différentes possibilités, d'utiliser un peu toutes les actions de nos différents héros pour vous montrer du coup comment marche le combat à distance, comment marche le combat au corps à corps, comment fonctionne la magie, les prières, comment marche aussi les potions, enfin bref, d'essayer de vous montrer vraiment un peu comment fonctionne chacun des aspects du jeu pendant les phases de combat. Donc on va terminer en espérant que ça se passe un peu mieux que la vidéo précédente, que ça se passe un petit peu mieux sur ce tour-ci. Et puis ensuite, on fera ensuite une vidéo évidemment en plein donjon et puis aussi sur les phases de cité. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de mettre un petit j'aime et un commentaire, c'est toujours sympa. Voilà. Donc du coup, premier vidéo précédente, si vous l'aviez pas vu, on a fait la mise en place, on a fait le premier tour de jeu où j'explique globalement 80% des règles de combat. En tout cas, je parle pas des spécificités de tour de jeu dans les donjons, mais du combat, des actions de combat, etc. Et là, du coup, bon, ça va, on est pas pire, mais c'est pas non plus ouf. On voit qu'on a 3 ennemis, donc le bandit leader qui est ici, et 2 autres bandits qui sont là, qui sont presque sur nous, et on a lui à distance qui a préparé son arc à viser pour faire une touche plus sûre. Lui, il s'est mis en posture défensive, voilà, donc ils sont prêts à la baston. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur ce deuxième tour de jeu? Et on va reprendre nos jetons d'initiative, là, et on va reprendre les acryliques blancs, on va reprendre un par héros, donc on en a 4 puisqu'on a 4 héros, voilà, et on va reprendre, hop, les jetons d'initiative des ennemis, donc, hop, eux, ils en ont 4, oui, ils en ont 4 aussi. Là, c'était le premier tour, on était pris par surprise, donc du coup on enlève les 2 qu'ils avaient en supplémentaire, et nous on avait notre capacité avec le mage, ça c'est pareil, on l'a plus sur le deuxième tour, donc je l'enlève. Donc on a en gros 4 et 4, donc on a autant de chances de s'activer que les ennemis. Voilà, si j'ai bien mis le bon nombre dans la pioche. Hop, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? À partir du deuxième tour, par rapport au premier tour, on peut se mettre en héros, ce qu'on appelle en Overwatch. L'Overwatch, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui serait par exemple un héros au corps à corps, et du coup se mettrait en Overwatch. Ça veut dire qu'il n'aurait pas besoin, il aurait pas besoin de s'activer dans les ordres d'initiative au hasard. En gros, c'est s'il y a un ennemi qui lui passe devant, bim, il lui fout une tatane, même si c'est pas son tour de jouer. Donc ça permet en fait de s'activer avant les ennemis. Par contre, évidemment, ça prend nos 2 actions du tour, on fait rien d'autre que mettre une bonne tatane. Quand on est au corps à corps, c'est assez limité parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un ennemi qui nous passe devant et qui nous bouge devant. Par contre, quand on est à distance, c'est pas mal parce que du coup, au deuxième tour, on peut se préparer, bander notre arc, et puis s'il y a quelqu'un qui passe dans notre ligne de vue, bam, on décoche une flèche. Voilà, donc le Overwatch possible, ça prend nos 2 actions, et si je dis pas de bêtises, en plus ça prend notre point d'énergie. Alors sachant qu'au début vous en avez qu'un, en même temps tous les héros ils peuvent pas utiliser au début du jeu leur point d'énergie, parce que je vous rappelle que c'est un jeu où on évolue dans le temps. On commence où on est vraiment des noobs, et puis on va gagner des nouveaux skills, des nouveaux talents, des nouveaux perks, des nouvelles habilités, enfin tout plein de choses. Mais au début on n'a pas grand chose, il n'y a que le prêtre qui peut utiliser ses points d'énergie, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, puisqu'il a lancé sa prière sur le magot pour lui rajouter un bonus de plus 10 pour toucher.
avec ses spells, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, dans les petits détails aussi, avant de repartir sur le combat, qu'est-ce qu'on n'a pas dit la dernière fois? Je pense on a dit voilà l'ensemble des choses, mais la ligne de vue, peut-être que pour gagner un peu que ce soit un peu plus clair, la ligne de vue et pour cibler un ennemi, comment ça marche? C'est du centre d'une case vers le centre d'une autre case. On tire une ligne droite entre le centre de la case du protagoniste. Donc par exemple si c'est par exemple on va prendre ici là, si c'est lui qui tape, bah, du coup on prend le centre de sa case vers le centre d'une autre case, on fait une ligne droite et on vérifie s'il n'y a rien qui bloque la ligne de vue. C'est-à-dire s'il n'y a pas si c'est une ligne en ligne droite, s'il y a un autre allié qui est pile devant et que ça passe pile sur sa tronche, ça bloque la ligne de vue. Par contre, si ça le touche un peu, mais que ça passe pas pile au milieu du standise, ça bloque pas la ligne de vue, mais il y aura un modificateur de -10 pour toucher. C'est pareil pour les décors. Si on prend les décors un peu partout, si un décor est complet sur une case, qu'on passe par un décor au milieu du décor, évidemment, ça bloque complètement la ligne de vue. Si par contre on a un décor comme celui-ci, alors celui-ci, je sais pas si c'est le bon exemple, oui, si celui-là par exemple, lui par exemple, si on tire et qu'on passe par la case où il y a un décor, on va prendre un modificateur de -10 pour toucher, mais le décor, tant qu'il n'utilise pas plus de 50%, en fait on regarde toujours les décors dans les cases et pas les cases. Donc si le décor n'utilise pas plus de 50% de la case, il nous fait un malus pour toucher, mais il ne nous empêche pas de toucher. Si par contre il prend toute la case, évidemment, on n'a pas la ligne de vue. Voilà, donc il faut faire par rapport au décor. Et si on monte sur les décors, bah évidemment, ça nous permet d'avoir aussi un bonus pour toucher. Donc on peut monter sur les décors, comme je l'avais expliqué, si on utilise 2 fois notre valeur de mouvement. Donc du coup, on est là, on veut sauter sur ce décor-là. Et bien ça, on l'avait fait sur la vidéo précédente. On utilise 2 de mouvement au lieu de 1. Voilà. J'avais expliqué aussi sur la vidéo précédente que j'avais corrigé durant la vidéo, mais il y avait un moment donné dans la vidéo, au tout début, on s'était fait charger par un bandit. J'aurais dû reculer de 1 et le bandit se serait avancé. Je l'ai pas fait, ça changeait pas grand chose sur le gameplay, mais voilà, attention de bien penser à reculer, on appelle ça le shove, si jamais on arrive à faire une charge, voilà. Et par contre les malus, la charge ça donne +10 pour toucher, si on arrive à toucher, et par contre les malus c'est pas sur la charge, c'est sur l'attaque de puissance. Si on fait une attaque de puissance, on a +20 pour toucher. Par contre les ennemis auront +10 pour nous toucher, et nous on pourra pas parer ou faire notre shield, dodge, etc. si on a fait une attaque puissante auparavant. Voilà pour les petits détails. Pour terminer, parce qu'après on avait parlé de la magie, on avait parlé de pas mal de choses, on va terminer sur les petits points que j'avais pas expliqué. On peut faire du bandage. Donc les bandages, c'est donc si on veut faire un bandage, il faut utiliser notre skill de heal, de soin. Il faut être adjacent évidemment à la figurine et ça va nous coûter une action pour celui qui fait le bandage et une action pour celui qui est adjacent. Je vous rappelle qu'adjacent ça peut être diagonale aussi, diagonale comprise. Et du coup ça coûte un AP pour celui qui le fait et un AP pour celui qui le reçoit, à condition qu'il n'y ait pas d'ennemis adjacents à un des deux protagonistes, donc à un des deux héros, sinon on ne peut pas faire le bandage. Voilà. Et après bah, du coup le bandage ça dépend, vous utilisez votre bandage et ça va vous faire un soin en fonction du niveau du bandage, donc du coup vous lancez un dé, etc. Si jamais un héros veut faire le bandage sur lui-même, il peut à condition qu'il n'y ait pas d'ennemis en ligne de vue, donc c'est plus compliqué, il faudrait être caché derrière un buisson, et là dans ce cas là ça lui coûte 2 d'AP, c'est-à-dire tout son tour pour faire le bandage sur lui-même. On peut faire un soin comme ça, mais je vous rappelle que nous on a les soins avec notre wizard également. Et puis le prêtre, il a un petit peu des soins aussi. Voilà, dernière chose, on avait parlé du quick slot. Je vous avais dit que quand vous avez des choses en quick slot, vous pouvez les mettre dans votre main et échanger comme ça, et ça vous coûte que 1 AP. Si jamais vous les prenez de votre backpack, c'est-à-dire derrière votre fiche de perso, vous avez votre sac à dos. Et là, dans ce cas-là, si vous prenez de votre sac à dos, ça vous coûte 2 actions, ça vous coûte tout votre tour, si c'est pas en quick slot. Si vous voulez échanger des objets entre 2 personnes, il faut que vous soyez à 4 cases ou moins de l'autre héros avec qui vous voulez échanger. Ça va vous coûter 1 AP pour celui qui veut échanger, 1 AP pour celui qui reçoit, pareil. Par contre, celui qui initie, c'est toujours celui sur lequel c'est son tour. Et dans ce cas-là, vous avez par exemple, si c'est l'alchimiste, patatras, il pourrait très bien dire au mage, tiens, je te file ma potion de soin,
de mana, je ne vais pas y arriver entre le soin et la mana, je te file ma potion de mana, dans ce cas là ils vont dépenser chacun 1 AP, et celui qui reçoit la potion de mana, il peut sur le tour où il le reçoit, donc au moment où il dépense cette action d'échange, il peut utiliser directement la potion de mana, donc on lance un dé, en fonction, il y a 3 niveaux il y a 3 niveaux de potions différentes, hein, mauvaise, moyenne et exceptionnelle, et donc du coup il pourrait au moment de cet échange directement utiliser sa potion, sans réutiliser de points d'action supplémentaires. Sinon, il pourrait l'utiliser plus tard, mais il faudrait qu'il utilise un AP, puisque du coup, utiliser une potion qu'on a en quick slot, ça coûte un action point. Voilà, un point d'action. Les potions, il y a deux options, où vous faites une potion qui vous fait un buff les stats, et dans ce cas-là, ça vous augmente vos caractéristiques pendant 5 tours. Voilà, donc celui qui la boit, sinon il faut la filer à quelqu'un s'il veut augmenter ses caractéristiques, tout simplement. Et après, il y a des potions qu'on appelle TR. Les TR, ça veut dire que c'est des potions Throwing Potion, ça veut dire qu'on peut les lancer. Et dans ce cas-là, on va vérifier notre capacité de RS. Donc voilà, résistance mentale, on va faire le skill. Donc, enfin, non, pas notre skill, c'est notre stat RS, voilà. Et si on réussit, on arrive à lancer notre potion, il faut que ça soit en ligne de vue, et dans ce cas-là, ben, on va viser la case que l'on veut, et ça va faire, ben, en fonction, il faut qu'il marque TR avant le nom de la potion, et ça va faire ben, des dégâts, ou des trucs, peu importe, en fonction des potions, il y en a tout plein. Voilà, parce que vous avez tout plein de possibilités. Nous, on va pouvoir crafter des potions de poison, parce qu'on avait récupéré ça en début de création de perso, et après on va pouvoir mettre du poison sur nos armes, et du coup ça fait des effets de poison, mais malheureusement on n'a pas la potion, on a les ingrédients, mais on n'a pas encore fait cette potion, on la fera sur la phase de cité. Voilà, je crois que j'ai parlé de pas mal de choses, il fallait faire, ça a pris un petit peu de temps, mais c'était important de faire le petit point sur les petits détails de la vidéo précédente qui n'avaient pas été faits. Allez, sans plus attendre, et ben on repart. Et c'est un ennemi, et les ennemis qui s'activent, c'est celui toujours qui est à distance en premier, puisqu'il n'y a pas de magicien. Hop, et là, comme il avait armé son arc, il va pouvoir taper, à condition d'avoir une cible en ligne de vue et en range. Je vous rappelle que sur scénario, c'est 10 de range, c'est 10 cases, parce que c'est le scénario qui le spécifie. Sinon, quand on est en extérieur, il n'y a pas de case maximum, à condition d'avoir la ligne de vue. En intérieur, dans un donjon, c'est 10 maxi. Donc là, si jamais il avait personne en ligne de vue, et à 10 cases ou moins, et ben du coup son aim, son plus 10, là, son tir, sa visée ne marcherait pas et ça serait annulé. Bon, par contre, il a quelqu'un là, donc, enfin, il a quelqu'un. Sans bouger, est-ce qu'il a quelqu'un d'ailleurs? Tiens, c'est pas si sûr que ça en fait. Si, il a lui. Il a lui, par contre, on voit quoi? On voit que ça passe. Alors, si on prend d'ici, centre de la case, au centre de la case, on voit que ça passe par ici là. Alors là ça passe, ça frôle ça là, mais ça passe pas au milieu, donc c'est bon, il a limite la ligne de vue, c'est un peu limite, mais il a la ligne de vue, parce que j'allais dire comme ça en regardant du milieu, est-ce que il n'est pas bloqué par ça? Mais quand on regarde ici, ça passe sur le bord en fait. Et là ça passe sur le bord aussi. Donc du coup c'est deux cases, alors elle prend complètement mais il passe pas au milieu de la case. Donc il va avoir un malus de moins 10 et encore un malus de moins 10 parce qu'il y a deux endroits où il est embêté pour tirer. Mais ça passe quand même. Et comme il avait un plus 10, et ben du coup ça fait juste un malus de moins 10, mais il n'est pas en hauteur. Donc il tire. Enfin il tire. Oui parce qu'il est en aim, donc du coup il va tirer. Je regarde juste. Parce qu'il faut qu'il fasse son tir de toute façon. Allez, c'est parti. Il fait son tir. Donc, il est où notre D10? Il est là. Oula! Il fait son tir. Alors c'est dommage parce qu'à chaque fois vous voyez pas c'est un peu loin pour vous, pour voir les lancers de dés. C'est dommage parce qu'en fait la caméra elle est vraiment mise de dessus pour y voir et du coup vous n'avez pas de gros zoom sur les dés malheureusement. C'est fort dommage. Et si je mets un zoom, je suis pas sûr que... Ah, si vous le voyez, c'est pas très beau, mais il y a 0, 0 et 1.
Ok, donc là il fait un magnifique shoot, il fait une réussite critique. Nous si on avait fait une réussite comme ça à 5 ou moins, on aurait ou gagné, donc si c'était par exemple, en gros quand vous faites une réussite critique 5 ou moins sur un descent, et ben du coup une fois par combat, ou par extérieur, etc., une fois par scénario, vous allez gagner 1. Donc si c'était un skill, ben, vous allez gagner un point dans ce skill. Là, par exemple, on aurait gagné, si c'était un héros, il aurait gagné un point en RS. Voilà, évidemment, parce qu'en ranged skill. Si c'est une stat, eh ben, vous aurez gagné un point dans cette stat-là. C'est une seule fois par combat. Et après, sinon, vous pouvez à la place gagner un point d'énergie. Donc c'est cool aussi pour leveler. Mais là, du coup, les héros, ça leur fait pas ça. On va pas se prendre un shoot doublé. Voilà. Bon, en même temps, vu qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, c'est pas plus mal. Bref, il fait 1. Notre Patatra, elle n'a pas utilisé son dodge. Elle a 10 points de vie, elle a déjà pris des dégâts. Moi je dis, ça se tente d'essayer de dodger. Alors on n'a pas le plus 15, mais comme c'est un dodge, on n'a pas le négatif non plus. Et si elle avait paré, mais elle peut pas parer de toute façon. Donc elle peut tenter son dodge. Mais Patatra, elle a 43. Donc il faudrait qu'elle essaie de dodger l'arc. Est-ce qu'on voit mieux si je fais ça? C'est des dés. Le problème c'est que c'est des dés noirs sur fond noir. Alors du coup on voit pas grand chose. Hein, sur ces dés même de base en fait on voit rien. C'est pas fou quoi, on voit pas grand chose. Bon c'est 43. Vous avez vu même voilà, des noirs sur fond noir avec les marques en un peu marron, on voit que dalle quoi. Mais même c'est en fait c'est pas le problème de la caméra, c'est qu'il aurait fallu que ça soit blanc sur fond noir. Voilà, pour la deuxième édition, il faudrait qu'ils mettent en blanc, ou il faudrait que moi je change les dés là. Il faudrait que j'aille récupérer les dés de Rêve de Dragon. Bon, pour la prochaine, on fera ça. Donc 43, je vous ai dit qu'il fallait faire 43 ou moins. Je vous raconte pas le truc quoi. Il fallait faire 43 ou moins pour dodger. Alors ça c'est épique. Je suis en forme le matin, ça va. En fait c'est le matin qu'il faut que je fasse les vidéos. Donc du coup ici on voit quoi? On voit que... Ah ben non, j'ai dit une grosse bêtise. Je sais pas si on forme que ça le matin. Je regardais mon RS, Ranged Skill, mais pas du tout. Le dodge c'est 28. Je me suis trop emballé en fait. Sinon je m'aurais peut-être pas dodgé. Et ben tant pis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon dodge je peux plus l'utiliser. Et en plus je me prends les dégâts. Sinon c'est pas drôle. On y va. Donc lui avec son arc il fait 1 des 12. Je vais me faire poutrer la tronche direct. Et on va regarder quel endroit. Hop. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc du coup, le 6, c'est pour l'endroit. Donc il nous touche les jambes. Et le 3, c'est les dégâts. Donc ça nous fait 3 de dégâts sur les jambes. Aux jambes, on n'a pas d'armure. Donc du coup, eh ben, on prend les 3 de dégâts. Et on prend pas on n'enlève pas la durabilité puisqu'on n'a rien. Donc du coup, on passe à 7 points de vie. Ça commence bien la matinée. Je sens que ça va pas faire long feu. Allez, il s'est activé. Hop, donc il est plus en ça. Il est plus, du coup, la flèche n'est plus... il n'est pas armé, enfin il est unload, voilà, unloaded. Et, oui, je vous ai pas dit, mais en fait les héros, il y a 2 options dans le jeu. On peut dire où on a les flèches illimitées, ou alors on a que 10 de flèches dans notre carquois. Donc moi j'ai décidé qu'il y avait que 10 de flèches dans mon carquois, en mode épique. Et du coup à chaque fois il faut en racheter des flèches, sinon t'en as que 10. Dans le disque de base, quand tu achètes un arc, tu as un quiver et tu as 10 flèches dedans, sauf tu décides de pas jouer avec cette règle difficile. Alors, un héros. Allez, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Alors, notre mage, je vous rappelle que s'il a Magic Missile, il peut faire à distance, et que si jamais il veut faire au corps à corps pour lancer un spell, il faut que ça soit un touch. Il y a marqué, de toute façon c'est de la magie un peu particulière où il y a marqué touch spell pour pouvoir faire au corps à corps. Bref, là on pourrait faire un quick spell pour soigner de 1 des 6 points de vie. Ça serait notre... C'est un quick spell donc c'est une seule action. On va faire ça. Donc j'active à brûle. Et il va lancer son spell. Il a une difficulté de 5. À brûle, il lui faut 76 ou moins. Et alors, qu'est-ce qu'on a de particulier sur notre magot? Les magiciens, quand ils lancent leur spell, il y a plusieurs choses. Si c'est un spell de restauration ou de destruction, c'est marqué ici
Ici, il y a marqué restauration, destruction. S'il y a une des deux infos ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben du coup, on peut augmenter jusqu'à la valeur de notre niveau, au maximum niveau 5. C'est-à-dire qu'en gros, si on est niveau 1, on peut faire un plus 1. Donc on pourrait faire un plus 1 de soin, un des 6 plus 1. Si on fait des dégâts, on pourrait faire, si supposons mon flair c'est un des 8, je pourrais faire un des 8 plus 1 parce que je suis niveau 1. Et si j'étais niveau 5, je pourrais faire un des 8 plus 5. Mais ça ne peut pas faire plus que 5. En gros, c'est quoi? C'est la puissance du spell, on peut l'augmenter. Mais quand on fait ça, ça nous coûte 2 de mana par augmentation. Donc ça veut dire que là, comme on est niveau 1, on pourrait faire un des 6 plus 1. Voilà. Et dans ce cas-là, ça nous coûterait 2 de mana en plus. Donc ça ferait 10, ça ferait 12. 10 plus 2. Et par contre, ça dit en fait notre risque de mist cast, comme on dit. Donc mist cast, ça veut dire que du coup, on a plus de risque de foirer notre spell. Et donc logiquement, le mist cast, c'est à 95 de départ. Si on fait 95 ou plus, on fait un mistcast. Et dans ce cas-là, on utilise toute la mana. Le spell est raté et on tire un des 3 de sanity, ça veut dire de folie mentale. Et je vous rappelle que quand on a 0 de sanity, ben du coup, on prend une malédiction qu'on doit garder. Et donc, c'est pas cool, quoi. Parce que petit à petit, notre héros, après, il pourra plus rien faire s'il a trop de malédictions. Donc, ça a un risque de lancer les spells, mais pourquoi pas. Alors, Patatras, on a dit qu'il était à 7 sur combien de points de vie au max? Sur 12. Voilà, ça peut valoir la peine quand même de faire ça. On essaye, allez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire... Donc là, vous avez vu, il faut s'accrocher quand même sur les règles. Parce que je suis en forme le matin. Allez, on y va. Donc du coup, il faut faire 76 ou moins. Mais il faut surtout pas faire comme je fais un spell, donc du coup avec plus de puissance. Et ben du coup, il faut pas que je fasse... donc j'ai dit c'était 94 moins 3, ça fait 93. Voilà, sinon si je fais 93 ou plus, ça fait un miscast. Voilà. Si jamais c'est en dessous de 93 et au-dessus de 77, ben juste je rate et je divise par 2 ma mana utilisée. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 12, j'utiliserai 6 de mana. Dernière chose, et comme ça vous saurez tout sur les magos, vous saurez tout. On a ce qu'on appelle le focus. Ah non, ce serait trop simple sinon s'il n'y avait que ça comme règle les amis. Le focus c'est quoi? Le focus ça permet que on peut avoir plus 10 pour réussir à toucher avec notre spell. À réussir, enfin non, parce que toucher avec le spell c'est encore autre chose. Mais en gros, parce qu'il y a des spells qui demandent de réussir à toucher, un to hit. Et dans ce cas-là, qui demandent de faire un test de CS. Mais là, c'est pas le cas. Moi, mes spells, ils réussissent à condition que j'ai réussi mon skill de arcane skill. Bref, pour réussir mon arcane skill, donc du coup pour réussir mon soin, je vous rappelle qu'il faut que je fasse 77 ou moins. Je peux me mettre en focus. Et ça me coûte un accent point. Et pour chaque action, point d'action que j'utilise à me mettre en focus, c'est-à-dire en fait je me prépare à lancer mon spell, je gagne plus 10 au toucher. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Par contre, le côté malus, c'est que déjà ça me prend un point d'action à chaque fois. Donc ça me prend du temps. Je pourrais très bien le faire pendant 3 points d'action. Je veux dire, tiens, je passe 3 de mes actions à me concentrer pour être sûr de réussir un spell. Supposons que j'ai un spell qui est trop dur à faire. Je dis, bah tiens, je passe 2 tours complets, donc 4 points d'action à me focus pour avoir un plus 40. Par contre, si je fais ça, toujours pareil, attention parce que je vais avoir mon spell qui va être qui risque de rater comme je disais tout à l'heure parce que du coup vous allez enlever à chaque fois 2 donc au lieu que ça fasse 95 ça va faire 93, 91, 89 et donc vous risquez de faire un miscast plus facilement. Voilà, moi je vais pas faire de focus mais bon comme ça au moins vous savez comment ça marche. Il y a le focus, il y a la puissance, il y a le miscast, etc. Allez on y va. Voilà, c'est le jeu par contre quand tu y joues plus pendant un mois, bah du coup tu te retapes les 250 pages de règles. Allez, c'est bon, donc du coup je dois faire 77 moins la difficulté du spell qui est de CV 5, donc je dois faire 72 pour réussir. Et je fais 63, c'est pas un miscast, c'est réussi. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vais enlever à mon patatras, ça lui aura coûté 12 pour soigner. Pas patatras, pardon, à mon abrul.
Donc mon Abril, il aura dépensé 12 de mana. Voilà. 12 de mana sur Abrul. Alors je pourrais le faire, je pourrais l'écrire, en fait je le mets là, mais c'est parce que je pourrais l'écrire sur la fiche et l'effacer, etc. Mais je le mets là. Je pourrais même l'écrire ici d'ailleurs la mana, si je veux. Pour dire qu'il a dépensé 12 de mana. Ça sera encore mieux, je pense, en fait. Allez, je vais le mettre ici, là, tiens. Il a utilisé 12 de mana. Sinon, je peux aussi faire des... Non, je vais écrire comme ça. Comme quoi, il a utilisé 12 de mana. Je le mets là. Mais en fait, je pourrais sinon faire la déduction. Parce que je vous rappelle que il a 76 de mana. Puisque du coup, il a un plus 10 en arcane skill. Ok, donc ça c'est fait. C'est réussi. Ça m'a coûté un point d'action. Il m'en reste encore un. Et évidemment, je vais soigner quand même de 1d6 plus 1. C'était le but au départ. Alors, ça fait combien des 6 plus 1? Et ben c'est cool, ça fait 6, parce que j'ai lancé un 6. Voilà, plus 1. Donc je soigne de 7. Bon, je peux pas dépasser les points de vie max de Patatra, hein, mais du coup il remonte à 12. Cool. Ça c'est bien. Alors là évidemment c'est long parce que je vous explique toutes les règles du jeu à chaque fois, hein. Donc du coup évidemment logiquement on pourrait le tracer quand même le scénario, mais là l'idée c'est que ça soit, pour pas que ce soit trop indigeste pour vous, enfin quoi que ça l'est un peu quand même, mais je vous explique les règles en même temps que je joue pour vous mettre en situation de combat. Voilà, et après évidemment une fois que vous connaissez bien le jeu, je pense vraiment le jeu, il y a plein de belles choses sur ce jeu, mais il faut y jouer à plusieurs, et puis il faut voilà, il faut le roder quoi, pour après avoir toutes les règles vraiment dans la poche, quoi. Allez, on est bon, parce que plus il y a de possibilités, plus ça peut être, effectivement c'est intéressant pour jouer. Donc ça c'est fait, donc maintenant j'ai un deuxième, je peux faire une deuxième action avec mon magot. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je peux pas faire slip parce que c'est une action de 2 AP. Alors, je pourrais très bien faire mon slip qui me coûte 2 AP, mais dans ce cas-là, j'utilise un point d'action sur ce tour-ci et j'utiliserai un deuxième point d'action sur le tour d'après. Je peux en fait faire un sort qui se chevauche entre 2 tours de jeu. Voilà, ça c'est autorisé. Ou alors je fais des dégâts. Bah écoutez, pour changer un peu l'histoire de la vie, on va faire des dégâts, donc on va faire un flare. Et qui c'est que je vais dégommer? On va se buter lui là, on va changer d'orientation. On va se diriger en direction de ce bandit. Et on va lui faire un petit spell que je vais rajouter en pareil avec un plus 1 de dégâts. Donc ça va me coûter 2 de mana en plus. Donc ça va me coûter, au lieu de 15, ça va me coûter 17 de mana. Ça coûte cher quand même. On peut vite être out of mana. Et donc, attention, attention, c'est 8 pour le lancer, il est dur celui-là. Donc 8, 76 moins 8, ça va quand même. Ça fait donc 66 moins 8, ça fait donc 58. Si je me trompe pas, c'est ça, moins, pardon, je dis une bêtise. Non, je dis une grosse bêtise. 76 moins 8, pardon, et ben ça fait 68, pardon. 68. Et je fais 40. C'est réussi. Donc je fais 1 d8 plus 1 de dégâts. Attention. Et c'est un 3 plus 1. Ça fait 4 de dégâts. Pour le coup, ça passe. Ça passe. Je crois que ça passe aussi l'armure d'ailleurs. Mais bon, son lui, il n'a pas d'armure, donc on s'en fiche. Donc il se prend 4 de dégâts. Pas sur le nain. 1, 2. Pas sur le halfling, là. 3 et 4. Voilà, donc il se prend 4 de dégâts. Ça c'est fait. Et les points de vie du bandit, c'est 12. Si jamais le bandit se retrouve à la moitié ou moins de ses points de vie, il est ce qu'on appelle wounded, c'est-à-dire qu'il est blessé. Et un héros ou un ennemi blessé se retrouve à avoir un seul point d'action au lieu de 2. Voilà, petite règle en plus, parce que les règles, on les aime. Je suis taquin. On y va, c'est bon. Donc lui, du coup, il s'est pris 4. C'est fait. Et mon activation pour le mage est terminée. Donc là, pour le coup, par contre, je pense que là, on a expliqué toutes les règles du combat, hein. Franchement, là, on est allé au max du max. Vous connaissez tout sur tout. Vous connaîtrez tout sur League of Dungeoners. C'est un ennemi. Allez.
Qui c'est qui s'active en premier dans les ennemis? C'est celui qui pourrait faire de la place à un autre héros, à un autre ennemi. Est-ce qu'il y en a un qui a besoin de bouger pour faire de la place pour se mettre au cap? Bah non, parce que personne ne se gêne, donc non. Donc non. Un ennemi adjacent à un héros. Et sinon, ça serait un ennemi qui pourrait charger. Donc oui, l'ennemi adjacent à un héros, bah du coup, lui, il n'est pas adjacent à un héros. Lui, il est adjacent à un héros. Et lui, il est adjacent à un héros aussi. Alors j'aimerais bien, je vous avoue, que ce soit lui qui s'active. Parce que lui, s'il s'active, il va se retourner. Et je serai plus derrière lui pour lui taper dans le dos. J'aimerais bien que mon Alfing, il s'active avant. Comme ça, bim, je lui donne un shoot dans le dos, là. Donc je préférais que ça soit lui. Mais bon, on va voir. Donc je lance mon petit dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mince, c'est un 2. Donc lui, il se retourne. Pas de bol. On va pas l'attaquer par derrière. Allez, je lui mets son truc là. Bim. Ok, allez, c'est parti. Il nous fait quoi? Allez, me revoilà. J'ai retrouvé la carte. Elle était tombée. Parce qu'il y a des cartes volantes. On y va. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est adjacent. Donc quand on est adjacent, ça nous dit si on est adjacent, vous lancez le dé et vous regardez ce qui se passe. Hop, sachant que comme on n'a pas de talent particulier, logiquement 1 à 4, donc je vous rappelle que c'est on va faire une action d'attaque. Et si jamais c'est 5 ou 6, on va faire un talent. Sauf que comme du coup il n'a pas de talent particulier, on sait qu'obligatoirement ça va être une attaque. Donc du coup il n'y a pas besoin de lancer le premier dé pour savoir si c'est une attaque ou un talent. Donc on lance directement le dé d'attaque pour savoir ce qu'il fait. Et c'est un 1. Et un 1, il se met en stance de défense. Et comme il a deux points d'action, avant de faire la stance de défense, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord attaquer. Donc il attaque et après il se met en posture de défense. Voilà, sachant que d'ailleurs hier par rapport à ça, petit détail sur la vidéo aussi, petite précision. Hier à un moment donné, je m'étais retrouvé où il n'était pas adjacent, mais il pouvait se déplacer pour arriver sur la cible. Et du coup, il ne veut pas faire la mise au point lui. Pourquoi tu ne veux pas faire la mise au point? Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Là, on s'était retrouvé en Paris Stance. Et je vous avais dit, ah mais là, mince, il va pas se mettre en Paris s'il lui reste une deuxième action. C'est marqué dans les règles de jeu, même si c'est pas marqué sur la carte. Ça aurait pu être marqué sur la carte quand même. Que du coup, dans ce cas-là, il forfeit, c'est-à-dire qu'il annule sa deuxième action. Donc il se met juste en stance de Paris. Mais ça, c'est dans la condition où il n'est pas adjacent au héros, mais il pourrait se déplacer pour y être. Alors que nous, on est déjà adjacent au héros, donc là, pour le coup, c'est pas la même règle. Quand il fait Paris Stance, ça semblerait logique que ça soit la même chose, mais non. Là, quand il est adjacent, il va d'abord faire une attaque parce qu'il est adjacent, et ensuite, il se met en Paris. Alors que l'autre, il va pas se déplacer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu pénibles au niveau du jeu parce qu'il y a plein de petits machins bidules, etc. qui, quand on veut bien respecter toutes les règles, qui sont un peu parsemées de partout. Bref, donc du coup, lui, il est en posture défensive et il fait quand même son attaque. Et il fait son attaque. On y va, attention, let's go. Donc son attaque, elle réussit sur 50 ou moins. Et il fait 78, donc il rate son attaque. Voilà. Hop. Allez, ça c'est bon, 78 ou moins, il rate son attaque. Ça nous arrange. Et on repart pour un tour. Encore les ennemis, décidément. Et ben là, c'est le deuxième qui est adjacent, donc c'est lui qui va s'activer. Ici. Hop. Il se place, il s'oriente vers la figurine, il peut taper en diagonale. Et du coup, qu'est-ce qu'il lui fait? Et ben du coup, qu'est-ce qu'il fait? Paris Stance, du coup, ça lui sert à rien. Jusqu'au début de son prochain tour, il se met en Paris, mais il s'est pas fait taper. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Et ben du coup, il va faire une attaque comme l'autre. Pareil, on va faire un D6 pour savoir ce qu'il fait. Il fait 2. Et 2, ça nous dit qu'il fait une attaque standard. Donc il fait une attaque standard. Et comme il a 2 AP, par contre, il va pouvoir rejouer. Et il nous fait quoi? Il nous fait 97 le boulet. Alors c'est intéressant.
le bandit élite, il se rate grave. Il fait 97. Alors, il n'a pas fait 100. Mais il a quand même fait 97. Donc là, c'est un échec. Si jamais il avait fait 100, il perdrait son arme. Et s'il n'avait pas d'arme, du coup, il tomberait au sol, il serait prone. Du coup, on pourrait lui piétiner la tête. Voilà. Par contre, il n'a pas fait 100, il a juste fait un échec critique. Nous, si on avait fait un échec critique comme ça, on aurait perdu un point de durabilité. Sur le 100. Ok. Donc du coup, il a raté. Par contre, il a quand même une deuxième action. Moi, c'est pareil, quand il a fait un échec critique, pour moi, il ne devrait pas faire une deuxième action. Échec critique, tu l'as dans l'os, hein, tu l'as dans le baba. Allez, c'est parti. Deuxième action. Et c'est un 4. Alors, sur le 4... Alors, ok. Du coup, sur le 4, qu'est-ce qu'il nous fait? Et bien du coup, sur le 4, il nous fait une standard attaque, encore une fois. Donc il va faire ses dés pour voir s'il touche. 58. Et le bandit leader, il a 60 pour toucher, 60 ou moins. Donc là, pour le coup, il réussit, à 2 près, il réussit pour nous toucher. Et nous, on pourrait pas dodger. On a un bouclier, donc on pourrait très bien parer avec notre bouclier, mais pas avec notre arme parce qu'on n'est pas en posture de pari. Mais pour parer avec notre arme, on aurait moins 15. Donc c'est pas très intéressant, sachant qu'au départ, pour parer, on prend notre combat skill de Dex, on est à 51, moins 15. Ouais, ça pourrait peut-être se tenter, mais bon, c'est un peu chaud. Non, pardon. Oui, si c'est ça. On peut le faire parce qu'on a un bouclier. On va le faire d'ailleurs. Hein, on va quand même le faire. Et si on rate, et ben du coup, on va prendre des dégâts sur le bouclier. Mais bon, pourquoi pas. Faisons quand même. Allez, on y va. Donc du coup, on va lancer. Donc là, il arrive à toucher. On lance les dés. Et on a moins 15 à notre 51. Donc 51 moins 15, ça fait 41. Ça fait donc 36. Il faut faire 36 ou moins. Si on réussit à faire 36 ou moins, bah du coup les dégâts sont parés avec notre bouclier. Enfin, hop, on utilise le bouclier et on y arrive. Est-ce qu'on fait 36 ou moins? Et je fais 28. Regardez ça. L'avantage d'avoir un bouclier quand même. Donc 28, j'arrive à parer avec le bouclier. Si jamais j'avais pas fait 28, qu'est-ce qui se passe? J'aurais lancé quoi? Bah du coup, j'aurais lancé un D6 pour savoir à quel endroit étaient faits les dégâts du monstre. Et du coup, etc. Je serais pas arrivé à parer tout simplement, quoi. Voilà. Ok, bon, bah de toute façon, j'ai réussi, donc pas de souci. C'est bon, je prends pas les dégâts grâce à mon bouclier. Alors le bouclier, sinon, de base, il a 6 de def. Et donc, il encaisse jusqu'à 6 de défense, quoi. Voilà, mais après, ils disent, on en fait logiquement un des 6 pour savoir, etc. Hop, ok. Très bien. Ouais, c'est un peu ça aussi, c'est un peu bizarre. En gros, là, du coup, j'ai réussi, il n'y a pas de problème. Si j'avais pas réussi, j'aurais lancé un dé pour savoir à quel endroit il me touchait, parce que du coup, j'avais pas réussi à parer avec le bouclier. Par contre, si j'étais en posture de défense et que je ratais mon pari, j'aurais quand même utilisé la défense de mon bouclier pour parer. Donc, mon bouclier, il a une défense de 6, donc c'est un gros bouclier quand même. Et après, si ça dépassait les 6, dans ce cas-là, le bouclier perdait en durabilité. Donc il aurait pu être cassé. Mais autant un bouclier, ça fait le travail, quoi. Donc là, pareil, encore un point de règle qu'on n'avait pas vu précédemment. Ok, bref, il a fait ses 2 attaques, il a raté ses 2 attaques, c'est à nous. Bah, à chaque fois, pour tout vous expliquer, l'air de rien, ça prend du temps, hein. Je pensais pas. Allez, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Patatras qui peut très bien tirer une flèche dans le dos du bandit là. Ça me plaît bien ça. Si on regarde du centre vers le centre, on n'est pas dans sa zone de contrôle là.
on arrive derrière, en fait, on le tape par derrière. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est pile poil par derrière, mais bon, si on prend du centre, sa zone de contrôle, ça, c'est sa zone de contrôle. Donc, est-ce que il est en zone de contrôle ou pas quand je fais ça? Ah, peut-être que oui, on va dire que... Ah, je sais pas, on va dire que peut-être que de là, effectivement, ça passe dans sa zone de contrôle. Puisque ça passe par la case qui est ici. Mais ça passe un peu aussi par la case qui est derrière. C'est un peu moyen. Ouais, sinon, il faudrait se placer ici. Ce qui serait possible, hein, on pourrait très bien dire, tiens, je fais 1, 2. Comme ça, là, je suis vraiment bien derrière lui. Hop. Et là, maintenant, et ben, du coup, je lui tire dessus. Mais là, ça veut dire que je me mets à portée pour lui. Je sais pas. Là, par contre, oui. Ouais, si je me mets... Après, si je me recule de 1 ici, celui-là, on est bien là. Je vais me reculer de 1. Et en me reculant de 1, ça me permet de load mon arc, mais il était déjà load, donc ça change rien. Par contre, là, je vais pouvoir tirer. Et en tirant, j'ai un plus 20 avec mon arc, sachant qu'au départ, je suis à 43. Il était en pari stance, donc logiquement, il a un plus 10 pour que je puisse le toucher. Mais comme j'attaque par derrière, et ben du coup, il n'a pas ses modificateurs de bonus, puisqu'il peut parer. Mais là, je suis à l'arrière. Je fais 15, donc du coup, je réussis à taper. Et je regarde combien je fais de dégâts. Un des 12. Et du coup, un des 12 sur mon longbow. Je crois que c'est un des 12. Hein. Non, pardon, le longbow, c'est un des 10. Et ça traverse l'armure, mais on s'en fiche. Donc un des 10. Et je fais 3. 3 de dégâts. Donc il avait 3. Il avait déjà 4. Ça lui fait 7 de dégâts. Donc je fais 3 de dégâts. Je vais changer, je vais faire de la monnaie. Donc ça lui fait 7. Comme il a 12 points de vie, c'est plus que la moitié de 7 points de vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il est blessé. Alors là vous voyez, hein, tout ça, c'est vrai qu'en solo, et puis surtout en expliquant, c'est laborieux parce qu'il faut tout expliquer. Par contre, si vous jouez évidemment à plusieurs et que vous expliquez pas les règles, bah, du coup vous avancez, quoi. Chacun connaît ce qu'il doit faire. Et du coup, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc Wounded, ça veut dire qu'il n'a plus qu'une action par tour s'il ne se soigne pas. Et bah, du coup, en parlant d'action par tour, Patatras a terminé son tour de jeu et du coup, son arme n'est plus chargée. Son arme à distance. On continue. Et c'est encore au tour des héros. C'est au tour des héros. Si lui il vient ici, ça va faire 1 pour rentrer. Après, ça fait 2, 3. Et 4, 5. Parce qu'en fait, donc dans les nouvelles règles, dans les premières règles de la V1, il y avait marqué que c'est quand tu te déplaces à l'intérieur de la zone de contrôle que ça te coûte 2. Et là, ils disent que quand tu te déplaces ou quand tu sors de la zone de contrôle, ça te coûte 2. Même pour en sortir. Donc ça coûte plus, ce qui est à peu près normal, parce que sinon ça veut dire qu'à chaque fois, facilement, on arriverait à se mettre derrière l'ennemi. Donc là, ça ferait 1 pour y rentrer, pas de problème. 2, 3 pour y bouger. Et 4, 5 pour en sortir. Sauf que du coup, une action de déplacement, c'est 4 maxi. Et si je fais 5, ça veut dire que j'utilise toutes mes actions et je ne pourrais pas taper par derrière. Donc ça m'intéresse moyen de faire ça, pour taper par derrière. Sinon, je peux faire 1. Ah, mais là, il y a un buisson. Je ne peux pas me mettre sur le buisson, il faudrait que je monte dessus. Je ne peux pas monter sur le buisson, là. J'aurais bien aimé mettre derrière le boss, mais du coup, il est mal placé pour que je mette derrière. Et si je faisais 1, 2, 3. Oui, ça marche. Je fais 1, 2, 3 parce que je suis en zone de contrôle du bandit et je me retrouve à l'arrière de l'autre bandit. Et là, je fais ma deuxième action du tour qui est de taper par derrière. J'ai un plus, pareil, plus 20 pour toucher. Donc du coup, ça devrait aller quand même. Et je fais un 0,8. Ah mince, j'ai failli faire un critique et j'aurais gagné ma stat. J'aurais augmenté ma stat de combat de skill. Attention, quand vous augmentez vos stats de skill, ça augmente pas, enfin quand vous augmentez une stat, pardon, tout court une caractéristique, ça augmente pas votre skill. Et quand vous augmentez votre skill, ça augmente pas votre stat. Il n'y a qu'au début de la création des héros, où quand vous augmentez une stat, vous augmentez la skill qui va avec, mais après plus tard dans la partie, quand vous augmentez vos stats, ça augmente pas vos skills. Ok,
Bien, bah c'est dommage, c'était presque une réussite critique. Si j'avais fait une réussite critique, si j'avais fait 5 ou moins, j'aurais pu lancer 2 fois le dé de dégâts et choisir le meilleur score. Encore une règle. Voilà. Et je crois que là par contre pour le coup j'ai vraiment donné toutes les règles là de combat. Mais par contre ça prend un petit moment à chaque fois. Hein. C'est le combat sans fin. On y va. Donc les dégâts, moi avec mon arme, j'ai avec notre barde brute, on peut stunner. Si on fait un chiffre pair, on stun avec le Morning Star que vous aviez fait en live à la gare à jeu. Et on tape sur 1 D8 et on a plus 5 de dégâts. 1 D8 plus 5, autant lui dire qu'on va lui faire mal. Donc 1 D8 plus 5, attention. Regardez, et c'est un 3. Bon, c'est pas exceptionnel, mais 5 plus 3, 5, 6, ça fait 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il serait pas stun parce que c'est un chiffre impair. Stun, je vous rappelle que du coup, ça lui fait perdre une action. Mais par contre, on lui a fait tous les dégâts, donc en fait, on l'élimine. Boum, il est mort. Un de moins. Très bien. Ça, c'est chirurgical. On a un des héros qui a un background. Il y a un des héros qui a un background, c'est lequel? C'est... Il y a plusieurs héros qui ont des backgrounds un peu particuliers. Ouais, ils nous disent qu'en fait, là j'en ai un des héros, c'est notre Patatra. En fait, il est vénère parce que du coup son frère à Patatra, à l'époque, enfin c'est pas son frère, c'est son ami comme son frère. Hein. Donc parce que j'avais tiré Sworn Enemy dans la création du perso de Patatra, qui nous dit en fait que en gros son meilleur ami d'enfance, il s'est fait tuer par un bandit leader. Et du coup, depuis sa quête personnelle, c'est d'arriver à retuer un bandit leader. Donc là, il a une hate contre les bandits leaders, et ce qui fait que si un jour il tue un bandit leader et qu'il arrive à faire sur un des 10, il fait 10 en tuant un bandit leader, et ben du coup il gagnera 500 d'XP et réussira sa quête. Donc là c'est pas un bandit leader, mais si jamais le groupe, c'est le groupe pas que lui, hein, mais le groupe arrive à tuer le bandit leader, je tirerai un des 10 pour voir si j'arrive à faire un 10 et qu'il gagne 500 d'XP. Ça c'est une de ses quêtes, et il y en a un autre qui a une quête aussi. Voilà, il y a le mago aussi qui a une quête avec les bandits et les brigands. Il a le Revenge et qui nous dit que tous les 5 bandits ou 5 brigands, ils gagnent plus de 150 d'XP. Autant vous dire que c'est mieux comme quête que l'autre. Donc il faudra comptabiliser à la fin de la partie, de dire tiens, hop, tous les 5 bandits, donc j'en compterai déjà 3 si on réussit. Bah, du coup, au bout de 5, il fera de l'XP. Pour terminer dans les points de règle, quand on aura fini, si on finit un jour cette démonstration du combat, et ben du coup, on pourra looter les ennemis. On pourra même récupérer des ingrédients pour faire des potions dessus. Donc si on loot les ennemis, il y a deux options. Il y a le mode réaliste et le mode non réaliste. Le mode non réaliste, c'est en gros, peu importe si on est à côté ou pas, on lance les dés pour chaque ennemi qui sont éliminés et on regarde sur leur corps. Si jamais en donjon, ça nous dit que si on a envie ou si on veut être en mode réaliste même ici, alors ici ça change rien parce qu'on n'a pas le dé d'aventure, mais s'il y a le dé d'aventure, parce que là pour l'instant on n'a pas le dé le timer, parce qu'à un moment donné dans le jeu il y a un timer, donc ça a une importance le timer dans le jeu, sauf là sur ce scénario là. Donc du coup, sinon il faudrait se mettre adjacent à un ennemi éliminé pour pouvoir le looter, ce qui paraît plus réaliste. Mais par contre, ça prend plus de temps parce qu'à chaque fois, vous devez vous déplacer adjacent au bandit et utiliser 2 d'AP pour le looter. Voilà, mais ça, c'est en fin de scénario. Et sur ce scénario-là, on pourrait même tout le groupe pour essayer de chercher s'il n'y a pas un truc un peu caché dans un buisson. Mais là, ça nous dit qu'il n'y a rien de caché dans ce scénario-là. Ok. Et ben, c'est bon. J'ai fait mon activation. Au prochain. Il reste qui? C'est bizarre parce que j'ai pas activé tous les alliés, j'ai pas activé le Half. Donc il m'en manque un là. Je me suis fait carotte. Il y en avait un que j'avais oublié. Donc le dernier ça sera Half. Donc du coup il y a encore un ennemi qui s'active, c'est ce bandit là. Il n'est pas adjacent, et comme il n'est pas adjacent, sa fiche nous dit que, et ben dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? On va lancer un D6 pour savoir ce qu'il fait. On fait 4, et sur le 4, ça nous dit qu'il se déplace pour être au corps à corps. Donc il se déplace pour être au corps à corps.
logiquement, il faut que je lui mette, enfin c'est pas logiquement, c'est pas marqué dans les règles, hein, mais moi, je vais lui mettre pour s'en rappeler, hop, son activation. Il n'est pas derrière le wizard, mais quand même il est devant le wizard. Et là, du coup, comme il est au corps à corps, on relance pour sa deuxième action, on relance un dé pour savoir ce qu'il fait comme action d'attaque. Il fait un 6, et du coup, il fait une attaque puissante. Bah, du coup, il peut pas, parce que l'attaque puissante, ça prend 2 actions. Il a déjà fait une première action. Donc, du coup, il fait un 3, et le 3, c'est une attaque standard. Et il nous fait 21, il touche. Qu'est-ce qu'il fait le magot? Le magot, il peut essayer de dodge. Allez, le magot, il lui reste son dodge. Après, tout le monde aura dodgé. Ah non, il y a Alf qui n'a pas dodgé encore. Allez, le magot, il essaie de dodge. Je vous rappelle que c'est qu'une fois par partie. Et pour le dodge, c'est 41 ou moins. J'aurais pu avoir un bonus de 15 si j'étais en posture de défense. Et je fais 17. J'arrive à dodger. Donc du coup, il ne me touche pas. Impeccable. Voilà. Il nous reste à jouer notre Halfing Half, qui est ici. Et qu'est-ce qu'il va faire notre Half? Bonne question. Le problème c'est qu'il est obligé de faire tout le tour. Il y a des trucs là qui l'enquiquinent. Non, il peut passer par là. Non, il est bloqué là. En fait, on peut pas passer par-dessus à travers un allié. Donc du coup là, il est un peu bloqué. Là, il est bloqué par tout le monde pour passer. Et là, il y a des buissons. Donc il peut pas passer non plus. Il faudrait qu'il passe par là. C'est un peu pénible là, Half, pour qu'il fasse quelque chose là. Il va attaquer ce bandit là, hein, tant pis. Hein. Donc il va faire 1, 2. Et il va taper ce bandit de face, tant pis. Allez. Ah. Ou alors, j'ai mieux. Là, l'ennemi il a été éliminé. Donc on pourrait très bien passer à travers. On pourrait très bien se mettre là parce qu'il a été éliminé, je pense. Il prend plus la place. Et comme on a reach, parce qu'on a un javelot, on peut taper à travers notre allié. Parce que du coup, le javelot permet de taper et on ne touchera pas notre allié. C'est un cas particulier. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'était juste pour vous expliquer la règle, quoi. Allez, on y va. Donc là, du coup, j'ai 45 ou moins. Et je fais, malheureusement, 63. Donc c'est raté. Donc il s'est déplacé, mais il n'arrive pas à taper. On a fini toutes les activations. Et donc, du coup, on va pouvoir reprendre sur un nouveau tour. Voilà, donc là, deuxième tour de jeu. Ça commence à avancer, hein. Ça commence à avancer. Là, pour le coup, vous avez vraiment, je pense que là, je sais pas ce que j'aurais oublié dans le combat. On a vraiment parlé de tout, hein, sur cette deuxième vidéo, avec les 2 vidéos. Là, les règles, c'est terminé. On a vraiment parlé de tout. Donc, ce qui fait que là, je vais refaire une autre vidéo où il n'y a plus besoin d'expliquer les règles en permanence. Hein, ça, il faudra regarder évidemment les vidéos précédentes. Donc là, je vais juste jouer et avancer. Donc là, on aura vu vraiment toutes les règles du combat. Évidemment, il y a la phase de menace qui est un peu particulière, qui n'est pas, et le dé du donjon et les événements de donjon qui ne sont pas là, qui seront rajoutés dans la phase de donjon. Donc quand on jouera la phase de donjon, évidemment, là du coup on rajoutera des règles en plus. Mais là pour le combat, vous avez déjà vraiment toutes les possibilités du jeu. On a pas mal parlé là-dessus. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu long, je suis désolé, mais effectivement c'était important quand même de parler de toutes les possibilités dans le jeu. Et on s'en sort plutôt bien sur ce deuxième tour de jeu, puisque on a quand même éliminé un bandit et on est arrivé à se soigner. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous avez vu comme ça toutes les actions du jeu. Allez, je vous dis bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce coup-ci, ça sera que de la baston. Et les règles, c'est bon, vous connaissez tout maintenant. Vous savez tout, vous avez tout. Bye bye.